Frédérique Toudouard-sur-la-Pierre, bonjour. Bonjour. Bienvenue à la librairie Dialogue. Alors vous venez aujourd'hui nous présenter Oui Non, un essai paru aux éditions de Minuit dans la collection Paradoxe, un essai à travers lequel vous échafaudez une grille de compréhension de la littérature européenne contemporaine par le biais de l'étude des deux adverbes que sont oui et non. Alors avant tout, comment est née votre envie d'explorer ce thème du oui et du non en littérature, et dans quelle mesure cette étude de la littérature peut-elle révéler l'esprit critique européen, ou en tout cas le refléter? Alors c'est venu de deux choses un peu, enfin liées, différentes mais liées. D'abord cette phrase de Yankelevitch que j'adore, qui dit oui est le mot du péché. J'aimais beaucoup cette phrase qui me fascinait, et donc j'avais envie de... Elle me donnait à réfléchir, et j'aime bien, en fait, ce livre est issu d'un cours, en fait c'est le prolongement d'un cours que j'ai effectué à l'université, et j'aime bien prendre des éléments qui sont a priori anti-littéraires ou contre-littéraires. Et donc, il me semblait que oui et non, c'est quand même les deux mots peut-être les plus communs de la langue. Et donc, entrer dans la littérature avec ces deux mots les plus communs, ça me permettait, de voir ce que ça pourrait nous révéler de la littérature, qu'est-ce que ça dirait de la littérature, et puis aussi, est-ce que les écrivains peuvent travailler avec oui et non? Est-ce que ce sont des mots suffisants pour la littérature? Et effectivement, quand je suis rentrée dans la littérature par ce prisme, mais plutôt dans la littérature européenne, parce que c'est plutôt ma partie, en fait, enfin, c'est plutôt là où je suis spécialiste. Et je me suis rendu compte, effectivement, oui, non, permettait vraiment de parcourir la littérature d'une manière assez cohérente, et notamment d'échafauder cette hypothèse que l'esprit littéraire européen sera un esprit de la contestation, c'est l'esprit qui est toujours né de Méphistophélès, et qu'on serait fondamentalement empreint de ça. Donc je dis nous, Européens, parce qu'effectivement, quand on regarde aux États-Unis, on se rend compte qu'ils n'ont pas du tout cet esprit de négativité. On voit qu'ils n'ont pas la même histoire et pas la même culture. Et donc cet esprit européen de négativité, finalement, nous avait fondé toute une forme de littérature dont il me semble que la littérature moderne et contemporaine, je le daterai du XXe siècle, mais qui vient en fait dès la fin du XIXe, ancrée surtout avec les deux guerres mondiales, à mon sens, c'est ça. Donc pivot qui fait qu'évidemment là on est dans un cas où l'histoire est plus forte que la littérature en termes de négativité, en termes de destruction, en termes de nihilisme, la Shoah. Et, voilà. Et donc que font les écrivains quand l'histoire est plus forte que la littérature? Ils se tournent vers le oui. C'est ce que j'ai essayé de montrer. Alors encore peut-être timidement, encore peut-être de manière encore éparse, parce qu'on voit que l'esprit de négativité perdure, je crois encore dans notre société et dans notre culture, mais il s'amorce ce pivot qui me semblait révélateur de notre littérature. Alors, dès les premières pages de votre ouvrage, vous affirmez donc que la grande littérature a véritablement adhéré au non, c'est ce que vous venez de nous dire. Elle s'y est même enferrée. Pourquoi un tel attrait du non et une telle séduction du non À mon sens, il tient à plusieurs raisons. Il tient parce que le non, c'est un mot... parce que c'est un mot de la contestation, c'est un mot de la dialectique. C'est-à-dire, si vous répondez non à quelqu'un, il va évidemment lui-même être amené à vous répondre. Et donc, ça amène le dialogue, la conversation. Alors, si vous dites oui à quelqu'un, d'une certaine manière, il n'y a plus de conversation, vous êtes dans l'assentiment. Donc, c'est un mot de la contestation, et c'est un mot de l'esprit qui construit l'esprit, en fait. Les psychanalystes ont montré que l'enfant se construit par le non, et que c'est à la fois une forme de... Ça montre qu'on est capable de penser par soi-même, on est capable de penser mais seul par soi-même, et on est capable de se séparer de la vie de l'autre. Donc c'est un élément conceptuellement important de la constitution de l'individu. Et donc notre société européenne, notre culture et notre société européenne, a valorisé ce mode par des philosophes. Il suffit de penser à Descartes, Hegel. Et donc c'est ancré toute une sorte de philosophie du non. Et le problème du non, effectivement, c'est aliénant, c'est-à-dire que dire non à tout, on s'enferme dans la négation, et on a du mal après à construire une autre pensée. Et justement, malgré cet attrait du non et malgré cette prédominance du non, vous, dans ce livre, vous émettez l'hypothèse que l'on irait vers le oui aujourd'hui en littérature, et vous prenez même la réhabilitation du oui en littérature. Comment est-ce qu'elle est née, cette thèse, au moment de l'écriture?
Comment est-ce qu'elle est devenue même l'enjeu de l'ouvrage? Elle est venue je pense que le pivot, c'est le texte de Joyce, Ulysses, la fin du texte de Joyce. Alors j'ai dit oui, je veux bien oui. Là, on a un vrai oui. Il termine son texte par oui, yes, I will. Bon. Là, il y a un oui franc et massif d'une certaine manière, assumé, très, très célèbre, très connu, qui fait littérairement date et qui me semblait porter en lui en fait les germes de ce tournant. Donc l'idée du oui, d'un oui qui dépasserait le non, m'est venue de là, première idée, et accréditée par le fait que Derrida, par exemple, s'est intéressé au oui de Joyce. Il a écrit sur le oui-dire, et aussi, évidemment, ce qui est intéressant, c'est dire oui, c'est oui-dire, et donc on voit évidemment qu'on peut jouer sur les mots, mais que la résonance a un sens. Et donc le oui de Joyce m'a révélé en tout cas les enjeux du oui. Que le oui serait féminin, et donc il aurait forcément évidemment à voir avec la tentation, le péché, qui serait peut-être même de l'ordre du sensuel ou du sexuel. C'est le oui de Bloom, de Molia Bloom. Donc, voilà, et en même temps, ce qui est très intéressant dans ce passage, c'est que c'est le oui du mariage, et elle lui fait celui de la demander en mariage, et qui est vraiment un topos d'évaluer de la littérature, évidemment, parce qu'en général, le mariage ferme les comédies, et en général, la littérature n'aime pas beaucoup l'assentiment et les fins heureuses. Donc le mariage est une des modalités des fins heureuses. Donc voilà, c'est à partir de ce texte que m'est venue cette idée. Et alors à partir de là, j'ai essayé de voir s'il n'y avait pas d'autres textes qui accréditaient ce postulat. Vous l'avez dit tout à l'heure, oui et non, ce sont des mots très simples, ce sont les mots de l'enfance. Et pourtant, ils font partie d'un système idéologique ou éthique beaucoup plus complexe qu'il n'y paraît. Selon vous, est-ce que c'est cette simplicité apparente qui fait que le oui et le non ont une si grande place finalement en littérature et une si grande force? Alors, ce qui est intéressant dans le oui-non, effectivement, c'est cette tension qu'ils ont. Ils sont à la fois très simples, et d'ailleurs... et effectivement, quand on regarde un écrivain comme Camus, lui, il est écrivain de la simplicité, un philosophe de la simplicité. Il utilise oui-non parce qu'évidemment, il a compris que c'était des mots simples et qu'on entend clairement, assez clairement ce qu'on veut dire. Et en même temps, ce qui est intéressant, c'est que ce sont des mots qu'on sent conceptuellement complexes et ambivalents, et donc qui portent en fait une charge idéologique. Dire oui ou dire non, c'est vraiment un engagement idéologique et politique, et donc ça porte un enjeu au-delà de soi qui nous dépasse. Et donc c'est cette tension qui intéresse, je pense, les philosophes, c'est de revenir comme ça à une forme, en tout cas au XXe siècle, à une forme de simplicité. Et c'est frappant de voir que des écrivains aussi complexes, par exemple que Blanchot, sont des écrivains, et Blanchot scande ses textes de oui et de non, et donc il montre bien qu'il a besoin à la fois de simplifier à certains moments, mais aussi que pour lui, dire oui ou dire non complexifie en fait énormément, peut-être, dans le fond, sont des mots plus ambivalents. Et donc voilà, il me semblait que c'est cette tension qui perdure, me semble-t-il, c'est-à-dire que ce qui est intéressant, c'est que oui-non sont... Quand vous réfléchissez sur oui-non, alors j'ai essayé vraiment de prendre des œuvres où oui-non avait des enjeux, pas simplement quand c'était dans des phrases, mais où clairement c'est un enjeu pour l'écrivain, et souvent on se rend compte que ça renvoie... alors soit ils sont partagés, ils sont clairement du côté du oui ou clairement du côté du non, et donc c'est assez simple. Nietzsche est du côté du oui, Bachelard par exemple est du côté du non, mais dans le fond on renvoie à leur enfance, à des choses beaucoup plus complexes et ambivalentes. Alors dire oui ou dire non, c'est véritablement s'engager, mais on peut aussi dire oui et non, ou ni oui ni non. Que se passe-t-il quand on sort de cette dialectique oui-non, et qu'est-ce qui reste quand on sort de cette... Enfin, quel enjeu reste-t-il? Oui, une autre chose qui m'avait motivée pour écrire ce livre, c'est que souvent moi je dis oui et non. Quand on me pose une question, je réponds souvent oui et non. Et j'avais beaucoup été marquée par cette phrase de Camus où il dit « je ne veux pas choisir », qui dit il y a des moments de la vie où on n'a pas envie, on a envie de faire les deux, et donc... il me semble qu'effectivement, il y a aussi tout un pan. Donc là, j'ai donné une thèse que j'ai essayé de rendre assez claire, avec tout ce que ça peut avoir de contestable. Mais c'est vrai qu'en fait, on se rend compte qu'il y a des écrivains qui oscillent entre les deux. Et Barthes, par exemple, est un écrivain il a écrit un texte qui s'appelle Les Nini. D'ailleurs, il a réfléchi sur le ni oui ni non et le neutre. Blanchot aussi, ils sont des écrivains du neutre, donc des écrivains qui essayent de penser l'alternative autrement, qui aussi après la Seconde Guerre mondiale essayent de dire est-ce qu'il n'y a pas une possibilité de trouver une alternative, mais en même temps il n'y a pas 50 solutions, c'est oui non, oui et non, donc c'est peut-être cette réduction à un peu nombre de possibles qui est intéressante aussi, c'est qu'elle nous
dans le fond, il y a peu de possibilités. Alors nous, on pense tout en termes de champ des possibles extrêmement ouvert. Là, on est dans un cas de l'existence, hein, et c'est ce que disait Yankelevitch. Hein. Il dit on a dit non tant qu'on n'a pas dit oui. Donc, il rend l'existence extrêmement binaire en même temps. Et voilà, il me semble que dans le fond, l'alternative, c'est une des solutions pour sortir de ce jeu binaire, mais qui n'est pas si simple en vérité.